Bon début de semaine à tous, Madame, Monsieur. Merci de suivre votre magazine kiosque de ce lundi 17 avril 2023. Je m'en vais tout d'abord vous lire les grandes lignes de l'actualité parue ce lundi, de la grande ligne de la presse écrite de ce matin. L'agence congolaise de presse ACP a titré ce matin « Kagame doit respecter ses engagements pris dans la feuille de route de l'AMOCA. L'avenir. Kagame, une provocation de trop », c'est le titre du quotidien L'Avenir. Et Forum des As, le gouvernement congolais par la voix du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, accuse le président rwandais de transgresser l'histoire en évoquant un conflit des terres entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et au sujet du conflit contre la République démocratique du Congo, le potentiel rappelle le mot du feu Monseigneur Catalico. Ils peuvent nous avaler, mais ils n'arriveront pas à nous digérer. Voilà. Et notre journal ce matin, c'est le quotidien le journal Fayoulou s'efface au profit des Katumbi. C'est donc la déclaration commune de Lubumbashi. Econews, une coalition est née à Lubumbashi, Matata, Katumbi, Sisanga et Fayoulou, unis contre Félix-Antoine Tshisekedi. Congo Nouveau, 4 leaders de l'opposition ayant fait bloc à Lubumbashi s'engagent à défendre l'intégrité territoriale face à l'agresseur actuel dont le pays est victime, étant donné que l'article 63 de la Constitution leur confère ses droits et devoirs. La République écrit pour sa part que les 4 leaders de l'opposition passent leur premier test les 13 mai prochains. Ils seront dans le rue de Kinshasa avec leurs militants. Voilà, ce sont les grandes lignes de la presse écrite ce matin. Nous avons 3 invités. Patrick Eyali, bonjour. Bonjour, Madame Gisèle. À côté des Patrick Eyali, il y a Christian Moulika. Bonjour, bon début de semaine. Bonjour, merci pour l'invitation et bon début de semaine à vous également, ainsi qu'à mes co-débatteurs. Alors, le co-débatteur, le 3e, c'est Joseph Kongolo. Bonjour, Joseph Kongolo. Bonjour, Madame. Bonjour aux amis avec lesquels on va devoir échanger. Je dis aussi bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs. Voilà. Alors, nous allons nous rendre tout d'abord à Lubumbashi avec vous, Patrick Eyali, la déclaration commune de l'opposition. Ils seront dans la rue les 13 mai avec leurs militants pour, notamment, il y a plusieurs points soulevés dans leur communiqué. Mais ce communiqué, vous avez quand même lu ça. Quelle analyse vous faites de ce communiqué? Avant d'arriver au communiqué, je note d'abord le désistement du docteur Mukwege, qui était attendu et annoncé, mais qui n'a pas pris soin de faire le déplacement de Lubumbashi. A-t-il jugé cette association mal née ou souffrant de malformation? Je ne saurais répondre à sa place, mais il va de soi que M. Denis Mukwege a désisté. Il n'était pas empêché. Ce semblait-il s'il devait accueillir le président suisse. Il devait avoir. Le président suisse est venu bien après. S'il était empêché, on aurait dû avoir un communiqué dans ce sens. Il n'y a point eu de communiqué pour aller dans le sens dans lequel vous êtes en train de subodorer. Ça, c'est de 1. De 2, il reste dans la balance 4 responsables politiques qui ont tout pour se contester dans pas longtemps. Je me souviens encore, comme si c'était hier, d'une déclaration de M. Fayoulou au journal Le Monde, où il dit ceci, citant M. Katumbi, que lui, il n'est pas dans la politique pour l'argent. Il ne fait pas la politique pour l'argent. Et ce message était adressé à M. Katumbi. Bon, comme on a coutume à le dire, la politique est dynamique. Espérons que dans ce dynamisme, ça ne va pas accoucher dans la mouka, je dirais, bis. Pour venir maintenant aux déclarations. Ils ont dit ce qu'ils n'ont de cesse à dire depuis un certain moment. Il n'y a rien eu de nouveau en termes de déclaration. Le point notable qui était attendu et qui va être encore attendu, c'est une candidature commune.
C'est cela le point notable. Le reste, c'est voilà, c'est pour je dirais, faire démarrer la machine. Mais le point sensible, le point culminant, c'est leur accord pour une candidature commune. Mais il y a un journal qui l'a révélé, qui Fayoul s'est effacé au profit de Katumbi. Bien qu'il aimait, le journal émet des réserves par rapport à cette information. Il va sans dire qu'on va vers une candidature de M. Katumbi au nom de l'opposition. Ce n'est même pas une révélation, cela va de soi. Maintenant, il faudrait que cela soit formalisé. Parce que quand d'abord vous voyez le lieu où s'est tenu ce rassemblement, on sent que c'est M. Katumbi qui conduit la barque. Le reste ne peut être que formalisation. Maintenant, pour venir aux déclarations, moi, il y a une déclaration qui ne cesse de me faire réfléchir. C'est la demande de renouveler la CENI, mais aussi la Cour constitutionnelle. En même temps, l'obligation demandée par ces derniers du respect de la date échue. Cela montre de façon, je dirais non équivoque, une volonté de vouloir glisser, qui ne dit pas son mot. Parce que vouloir remettre à plat les animateurs de ces deux institutions et demander en même temps la tenue des élections à la date échue, c'est techniquement impossible. Il faudrait alors que les leaders de l'opposition s'assument clairement. Mais d'ailleurs, quand ils demandent... Mais on ne peut pas le faire à un temps record. Non. À ce stade, c'est impossible. À ce stade, c'est impossible. Parce que quand il sera question, admettons, bon, on doit changer les animateurs. Il proposerait qui à la place qui ferait l'unanimité? Monseigneur Fulgence Mouteba, l'abbé Nchole, qu'ils nous sortent un peu dans leur chapeau des candidats susceptibles de faire l'unanimité. Qu'on essaie de réfléchir un peu sur les personnalités qu'ils ont dans leur chapeau, qu'ils vont proposer en remplacement de M. Kadima, qui ne souffriront pas de procès d'intention. Donc, voyez-vous, madame, les volontés manifestées dans leur déclaration cachent très mal, je dirais, leur dessein de glissement. Il y a, à mon avis, rien d'autre que cela. Alors, quand ils demandent l'audit externe des opérations d'enrôlement des électeurs, là aussi, vous n'êtes pas d'accord avec eux? Avant de donner la parole à la question. Sur ce point, vous faites bien de me poser la question. Sur ce point, je suis d'accord. Mais j'aimerais tirer la sonnette d'alarme. Je crois qu'on abordera ça sur le deuxième sujet. L'audit du fichier est généralement fait par l'OIF. L'OIF qui est à ce jour dirigé par Mme Mushiko Abe de nationalité rwandaise, dont le pays ne cesse, à travers son président et tant d'autres officiels, ne cesse de se montrer belliqueux à l'endroit de la RDC. Faille-t-il que la CENI donna encore l'audit du fichier à l'OIF, sachant le côté, je dirais, très partisan de celle qui est à la tête de cette institution. Je tire ici la sonnette d'alarme. Je ne suis pas contre l'audit externe, mais je pense qu'il faudrait qu'on émette de réserve quant à l'audit qui devrait ou pourrait être fait par l'OIF. Merci Patrick. Alors on donne la parole à Christian Moleka, le communiqué des opposants qui étaient réunis à Lubumbashi. Là on voit Fayulu Sisang, Augustin Matata, Pogno, Moïse Katumbi. Dans ce communiqué, ils affirment également leur volonté de sauvegarder l'unité et la souveraineté de la nation et de bâtir un état de droit fondé sur une véritable démocratie. Voilà un peu, là je cite un point de ce communiqué. Ben, avant d'aborder le communiqué, il y a certains éléments, je crois, à relever. Il y a le fait que la rencontre de Lubumbashi est une sorte de réponse à la signature de la charte. Il faut le signaler.
la famille présidentielle a posé 2 actes, à savoir un remaniement gouvernemental qui a refait des alliances. Ensuite, la signature d'une charte qui a organisé les forces autour du président en perspective des élections. Et donc, il était prévisible que l'opposition allait réagir. Et il faut noter que pour une fois, en tout cas, pas pour une fois, mais pour cette fois, l'opposition a répondu dans le sens de vouloir également s'organiser en un bloc contre le bloc présidentiel. C'est la première leçon qu'il faut tirer. C'est qu'il y a un bloc qui se met en place face au bloc présidentiel, même si à ce jour, il y a encore un long processus, parce qu'il n'y a pas encore une sorte d'accord sur le candidat ou le chapeau à soutenir, alors qu'en face, il y a un champion qui est déjà désigné. Et donc, c'est déjà un signal qu'il y a une volonté de l'opposition de s'organiser. Bien que les autres sont écartés, hein, parce qu'il n'y a pas Kabila, il n'y a pas... Bien évidemment. Est-ce que le processus s'arrête là? Est-ce qu'il y a une volonté d'aller plus loin? De faire rejoindre, par exemple, un Jean-Marc Kaboun dans la démarche, de faire rejoindre un Franck Diongo dans la démarche. Est-ce que le processus s'arrête là ou le processus demeure ouvert? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place d'une volonté de rapprochement de l'opposition. Et c'est ça qu'il faut d'abord souligner. Maintenant, on verra si cette dynamique va continuer, si elle va s'estomper, si les ambitions personnelles vont aller au-delà des capacités des rassemblements, parce qu'on le sait, beaucoup ont déjà manifesté leur volonté d'être présidentiel. C'est-à-dire, il y a Fayoulou, il y a Katumbi, il y a Sessanga, il y a même Matata lui-même qui a manifesté la volonté d'être présidentiel. Est-ce qu'ils vont réussir à ravaler leurs égos personnels au service d'une ambition collective? Ça, on verra avec le jour. C'est pas impossible aussi. Ce n'est pas impossible, mais connaissant l'expérience politique au Congo, c'est complexe de voir les acteurs se dépasser, outre mesure, pour porter une cause. On a eu 2 fois des initiatives de rassemblement comme ça, mais vous verrez très souvent que c'est lorsque l'extérieur est derrière. Qu'il s'agisse de Genève, qu'il s'agisse de Genval, il y a toujours une sorte de leadership extérieur qui pousse nos acteurs, parfois de manière contraignante, à faire un choix. Est-ce que d'eux-mêmes, les acteurs congolais, sont capables de se surpasser et de construire une dynamique? Ça, c'est la vérité que les jours à venir va nous révéler. À ce stade, on constate qu'il y a une volonté de répondre stratégiquement aux actes posés par l'Union sacrée. Maintenant, concernant le communiqué, sur le fond, il y a un double discours entretenu, et là je partage le point de vue de Patrick Eyalé, c'est que l'opposition, autant elle semble décider à aller aux élections, autant elle continue à émettre de réserves sur le processus, notamment sur les animateurs, sur la Cour constitutionnelle. Et donc, cette volonté d'aller vers des élections dans les délais, tout en émettant des réserves, finit par construire une sorte de perception, de doute d'une opposition qui veut aller ou n'est pas aller. C'est la même démarche qu'on a eue en 2018, avec la même opposition qui disait pas de machine à voter, nous n'irons pas avec la machine à voter, mais qui en fait de compte est allé dans le processus avec la même machine à voter. Donc c'est un double langage que l'on tient. Est-ce que c'est une stratégie politique assumée, comme en 2018? Est-ce que c'est l'expression d'une volonté d'aboutir à un dialogue, à une négociation avec Kinshasa pour remettre à plat, je dirais, les organes liés au processus constitutionnel CENI? Ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses qui sont sur la table, mais qui dénotent à ce jour qu'il y a manifestement un double discours entretenu. Voilà, beaucoup de gens voient aussi que ça serait peut-être la suite, ça serait comme Genève, hein, Genève bis, si vous êtes de cet avis-là. Comme Genève bis, on verra bien. Déjà, le Fayoulou d'aujourd'hui n'est pas le Fayoulou d'avant Genève. À Genève, nous avions une opposition qui était en quelque sorte, le mot il est fort, mais émasculé, parce que le régime de l'époque avait éliminé les prétendants sérieux. Donc il y avait une raison de se venir. Parce que certains étaient déjà éliminés en amont. Il s'agit de Katumbi, de Fayoulou, de Bemba. Et qui ne pouvaient pas concourir. Parce que la loi, soit les mécanismes mis en place, les écartaient. Et donc, se rassembler était plus facile. Aujourd'hui, vous avez, jusqu'à ce jour, tous les candidats qui ont des possibilités de postuler. Donc, on est dans un format un peu plus différent. Donc, pour se rassembler, il faut vraiment dépasser les ambitions personnelles. Parce que autant Fayoulou peut prétendre être légitime après les élections de 2018, après le travail qu'il a fait de se positionner comme opposant de Félix, autant Katumbi peut prétendre qu'il a raté le scrutin de 2018 et qu'il doit prendre sa vengeance dans le processus.
Donc il y a suffisamment de raisons pour les opposer que pour les réunir. Maintenant, on verra si ils réussiront, en prenant en compte le fait que la dynamique d'aujourd'hui ne correspond plus à la dynamique de Genève, à dépasser leurs propres égaux et à construire une dynamique plus stable et autour d'un seul candidat. Mais vous donnez quand même une chance à cette coalition pour NSU et RE. C'est pas à moi de donner la chance, moi je constate simplement. Non, la façon dont vous voyez que les choses sont en train de se tracer au niveau des Lubumbashi. Moi, c'est justement, c'est pas à moi de donner la chance. Moi, je constate simplement qu'il y a des écueils, qu'il y a une volonté de se mettre ensemble, qu'il y a des écueils. C'est à eux, comme acteurs, d'être rationnels. De dire, voilà, à ce stade de la compétition, c'est un scrutin à un seul tour, et que si on va à nombre dispersé, nous perdrons, et qu'il est peut-être plus utile de nous mettre ensemble et d'accepter pour tel ou tel autre de remettre ses ambitions à la baisse et de favoriser la victoire d'un camp. Aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que le Congo ne peut pas être gagné seul. Je crois que s'il est possible, par exemple, de construire un plan plus global qui dépasse uniquement la présidentielle, c'est-à-dire avoir une majorité de gestion, et donc avoir la possibilité de diriger l'Assemblée et les Sénats, si les ambitions sont à ce niveau-là, eh bien là, on peut bien se partager les rôles en disant que voilà, nous soutiendrons telle candidature, suivie de tel autre au niveau du gouvernement et tel autre, et puis voilà. C'est à eux d'être plus rationnels dans la gestion de leurs ambitions. Alors, nous sommes toujours dans le communiqué avec vous, Joseph Kongolo. Ils ont réaffirmé leur souci d'aider la population qui continue de vivre dans l'insécurité et la misère, et ils seront dans la rue le 13 mai. On voit déjà qu'il y a une force face à Félix Tshisekedi. Oui, évidemment, d'abord c'est de leur droit. Je confirme d'abord toutes les analyses faites par Christian et Patrick. C'est vraiment correct ce qu'ils ont dit. Il y a des doutes sérieux sur la démarche et sur les ambitions affichées. Donc on sent franchement que d'une part il y a des doutes, d'autre part il y a des ambitions qui sont affichées, mais quand vous comparez les deux, vous sentez que apparemment il n'y a pas cohésion, il n'y a pas cohésion entre les deux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ce qu'ils ont dit tout à l'heure, moi j'ai essayé d'analyser l'équipe de 4 personnalités. Je me suis dit, d'abord, individuellement, quel est l'ancrage sociologique de chacun? Pour leur donner la chance, comme tu as posé la question tout à l'heure, quel est l'ancrage sociologique de chacun? Quand je prends Matata, il est un novice dans l'opposition. Matata, il est en train d'apprendre, n'est-ce pas, le jeu de l'opposition. Quel est son ancrage sociologique qui peut inquiéter des adversaires potentiels? J'en vois très minime. Il y a toujours un début. Effectivement, c'est un début, mais nous sommes à 6 mois des élections. Quelle est l'image de chaque opposant sur les 4? Quelle est l'image qui est présente face à l'opinion aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une image forte face à l'opinion? Je trouve qu'il y a encore vraiment de doutes sincères pour voir vraiment une image qui puisse émerger et pouvoir accrocher un électorat. Et moi, je vous poserai aussi la question, quelle image, le pouvoir nous sommes à la présidence, effectivement. Aussi. Deuxièmement, le discours de campagne. Il n'y a pas de discours. Ils l'ont dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes opposant à 6 mois, des élections. Nous ne sentons pas un discours différent. Ce sont les mêmes chansons de tous les jours et tout ça. Et pourtant, nous avons des exemples historiques très clairs. J'ai la lettre de 52 pages. Je l'ai eue à un moment très difficile parce que c'était au fait pour nous faire arrêter. On est venu déposer ça sur mon bureau. La lettre de 52 pages, quand je l'ai lue, je sens qu'il y avait quelque chose qui était préparé d'avance. Est-ce que eux qui ont fait 4 ans avec le président de la République, même individuellement, pas en groupe, même individuellement, prenez Moïse qui a été aussi dans le gouvernement, vous prenez Matata, vous prenez Fayoulou qui était l'opposant presque principal de M. Félix, qu'est-ce qu'il a prévu comme critique fondamentale de l'action gouvernementale de M. Tshisekedi? Donc, sincèrement, je sens que c'est un vide. Pourtant, nous avons des exemples très frais de notre histoire politique qui pouvaient inspirer, n'est-ce pas, toutes ces 4 personnalités. Apparemment, ils sont dans les détails. Quand je suis l'argumentaire, n'est-ce pas, des katumbistes, ils parlent de la faim à Lubumbashi, comme si c'est un grand événement. Ils parlent de l'insécurité à Lubumbashi. Il faut déclarer le génocide. Bon, vous aurez souhaité qu'ils parlent de quoi, par exemple? Non. J'aimerais qu'on parle de la sécurité. Tout à fait, je veux bien, madame. Dans un discours politique, il ne faut pas prendre des cas particuliers, à moins qu'on fasse ce qu'on appelle l'agitation. On prend un seul cas, on le généralise, et puis, n'est-ce pas, on fait le grossissement. Mais nous aimerions que ça soit structuré, un discours politique structuré sur l'insécurité. Effectivement, ce sont des faits réels. Je veux bien. Ce sont des faits réels, mais il faut construire un discours sur ça. Un discours pour sortir, n'est-ce pas, le pays de l'insécurité, mais il ne faut pas les déclarer, il ne faut pas seulement raconter des histoires comme l'histoire Landa. Non.
Il y a une construction là-dessus. Deuxièmement, madame, je parlais du discours, le budget, je sais qu'il ne manque pas l'argent pour faire la campagne. Hein, quand vous voyez, les gens, ce sont des gens qui ont amassé suffisamment d'argent dans les institutions et aussi dans les affaires, comme Moïse, ainsi de suite. Donc, ils peuvent avoir des moyens, réunir les moyens, mais attention, les moyens ne suffisent pas dans un pays, dans le contexte actuel, les moyens ne suffisent pas, ils font un discours. Est-ce qu'ils en ont? Je ne pense pas. Jusque-là, je ne l'ai pas encore entendu. Ni du côté de Moïse, dans toutes ces déclarations, je sens qu'il n'y a pas de cohérence, n'est-ce pas? Il n'y a pas de cohésion dans ce discours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments focaux qui peuvent montrer qu'il veut ça, il veut ça, il veut ça. Et pourtant, madame, c'est que moi qui m'étonne, c'est que nous avons dans notre histoire récente des cas précis. Vous avez vu Tshisekedi comment il a évolué, même si c'est quelqu'un aussi qui a eu des erreurs, mais au moins en politique, il a été quelqu'un qui a été très méthodique. Il vous parle de changement, après il vous parle de le peuple d'abord, et il argumente, vous sentez une cohésion dans le discours. Donc, tels qu'ils sont ils se sont engagés, personnellement, je crains qu'ils ne puissent pas se mettre ensemble autour, n'est-ce pas, soit de l'analyse, n'est-ce pas, de l'action gouvernementale de Tshisekedi, ou bien sur les grandes lignes, mais au niveau, n'est-ce pas, la proposition donc des alternatives possibles, je crains que ceux qui se disent sociaux-démocrates, ceux qui se disent des libéraux, ainsi de suite, ne puissent pas se mettre d'accord là-dessus. Donc, personnellement, je suis d'accord qu'il y ait un groupe qui fasse tout simplement, pas ombrage, mais au moins qui s'oppose, parce que nous sommes dans une démocratie. Je suis totalement d'accord, mais il faudra qu'ils s'organisent à fond pour pouvoir affronter Félix et qu'il y a des éléments attachés à l'image, n'est-ce pas, et au discours, donc des éléments essentiellement politiques qui concrètement, quels sont ces éléments? Vous aurez souhaité qu'ils utilisent quel langage par rapport à tous ces points évoqués, par exemple? Oui. Ça demande de l'argent, parce que c'est du coaching. En fait, c'est le travail. Ah oui, je vous le dis, c'est pas quelque chose que je peux te dire tout de suite, n'est-ce pas? Ce sont des recherches qu'il faut faire, n'est-ce pas? Et construire un discours. Un discours, on ne le construit pas sur le micro, n'est-ce pas? Donc, je dis tout simplement qu'ils doivent faire un effort. En fait, c'est un conseil que je leur donne, de faire un effort pour construire un discours qui réponde, n'est-ce pas, aux desiderata, aux demandes politiques de la population. C'est ce qui est intéressant. Et jusque-là, nous ne le sentons pas, madame. Mais il y a quand même du vrai, on sait qu'ils ont dit, par rapport à l'exclusivité des élections, le social de la population. En gros, effectivement, je veux bien. Mais est-ce qu'ils se mettent à la place du régime, qui a aussi des réponses à cela? C'est là où le discours devient intéressant. Parce que le régime ne reste pas, le régime doit réagir. Et quand il va réagir, est-ce que le discours va tenir? Voyez-vous? Donc la construction de ce discours que vous me demandez sur le micro demande aussi que je puisse me mettre à la place de ceux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas? Et savoir comment faire la contre-propagande autour des thèmes principaux qui vont constituer les enjeux. Le régime va réagir à quelques mois de la fin de la législature? Non, ils ont des arguments. Comment ils vont réagir? Ils vont réagir en fonction de leurs arguments. Ils en ont aussi. Vous croyez que le pouvoir n'a pas d'arguments? Ils ont aussi leurs arguments. Ils vont expliquer pourquoi il y a insécurité. Ils vont expliquer, c'est pour convaincre l'opinion. Ils vont le dire aussi. Donc c'est pourquoi je dis que le discours politique, c'est pas un discours de rue. Il doit être suffisamment réfléchi. D'ailleurs, avant ça, il faut faire des enquêtes. Il faut sonder les gens. Alors, qu'est-ce que vous pensez de leur démarche le 13 mai? Ils seront dans la rue avec leurs militants. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? C'est correct, c'est politiquement correct, madame. Et puis, c'est de leur droit. Donc, ils peuvent les marches. Ils doivent, après avoir fait cette réunion comme ils l'ont fait, ils doivent démontrer dans la rue qu'ils sont rien. Ils sont pas rien. Donc, ils ont une opinion derrière eux. Ils ont un discours. Je crois qu'ils vont faire aussi un discours. Nous allons apprécier le discours qu'ils vont tenir. Donc, c'est tout à fait légitime et normal en tant que groupe politique ou électoral. Ils doivent parler, ils doivent réunir le membre, ils doivent montrer de quoi ils sont capables, quel est l'ancrage d'espoir qu'ils ont. Nous allons l'apprécier. C'est pas révolu. C'est temps des marches. Non. C'est pas révolu parce qu'on va passer à un autre sujet. Oui. Avant de reprendre cette question, moi je note au-delà une divergence de fond qui, et je crois que c'est notre deuxième sujet, le sujet d'ailleurs principal, une divergence de fond. Quand vous entendez M. Fayulu se prononcer sur la guerre de l'Est, il est, je dirais, ruste. Il ne porte pas des gants. Il cite nommément M. Kagame et le Rwanda comme agresseurs, même si parfois il va au-delà pour pointer du doigt la responsabilité de M. Tshisekedi. Mais quand vous entendez, d'ailleurs, il ne s'exprime pas sur le sujet, mais les rares fois qu'il a eu à s'exprimer, il a caressé au sens du poil le Rwanda.
Vous vous souviendrez, il est sur le c'est plateau, Moïse. bien sûr, il est sur le plateau de TV5. Le journaliste lui pose la question, que dites-vous des propos de M. Tshisekedi pointant du doigt la responsabilité du Rwanda? M. Katumbi de répondre, non, il faut que le M23, nanani, nanana, patati, patata. Alors que, à l'époque, à l'unisson, tous les Congolais, en tout cas la majorité des Congolais, pointaient du doigt la responsabilité du Rwanda qui se cachait derrière le M23. Et M. Katumbi, dans son discours, il a tenté de déresponsabiliser le Rwanda en ne parlant que du M23. La suite du débat qui va nous permettre de mettre en évidence, je dirais, le caractère fallacieux des arguments qui étaient avancés hier par le Rwanda, donne aujourd'hui tort à M. Katumbi et beaucoup d'autres compatriotes qui sont derrière lui, qui ont un discours, je dirais, quasiment, le mot peut être peut-être assez fort, mais un discours ambigu. Un discours ambigu. Donc, je ne vois pas comment la position de Fayoulou, par rapport à ce sujet très important, comment ils vont concilier leur point de vue entre un Fayoulou pratiquement va-t-en-guerre et un Katumbi qui, bon, je veux le dire, a des acquaintances avec Kigali. Alors, Patrick, vous pensez que le fait pour Moïse de citer nommément le nom de Kagame ou du Rwanda changerait les choses sur le terrain? En tant que... Non, il ne s'agit pas d'échanger quoi que ce soit sur le Apporterait terrain. peut-être quelque chose de plus... Même pas cela. Il s'agit en tant que leader majeur de se prononcer. De se prononcer de façon non équivoque. Ce qu'il n'a pas fait jusqu'aujourd'hui. Ni à travers un tweet, ni à travers une déclaration. Alors que de l'autre côté, nous avons même Mukwege, nous avons Fayoulou, nous avons aussi ces Sangha qui, dans leur prise d'opposition, sont, je dirais, ouvertement et vertement contre M. Kagame et ses propos expansionnistes. De l'autre côté, que ce soit M. Katumbi, que ce soit les hauts cadres de son parti, ils ont un discours ambigu, flou vis-à-vis du Rwanda. Ce n'est pas une petite question. Ce n'est pas une petite question. Et vous soupçonnez les acquaintances Je- avec le Rwanda? Vous savez, parmi ceux qui ont organisé, M. Christian Moleka le disait tout à l'heure, il y a eu un leadership extérieur pour Genève. Ce leadership extérieur était conduit par Mon Ibrahim. Mon Ibrahim, qui est un parent de M. Katumbi, mais aussi un parent de M. Kagame. Mon Ibrahim a, je dirais pratiquement, avec Alain Dos, financé Genève. Mais quand on sait les relations qu'a M. Mon Ibrahim avec M. Kagame et qu'on apprend que aussi M. Katumbi entretient des relations, je dirais, plus qu'amicales avec M. Mon Ibrahim, il y a lieu de se questionner. Vous ne pensez pas? Ah, merci Patrick. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, 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 M. Moleka voulait pas. Je voulais ajouter quelques éléments de précision sur ce qui a été dit auparavant. Il y a une certaine psychologie dans les élections, et notamment la psychologie au Congo. Dans les élections, de manière générale, l'électeur commence par désigner un ennemi, c'est-à-dire la personne qu'on n'aime pas. Ensuite, par effet miroir, c'est-à-dire par effet inverse, il cherche celui qui est capable de combattre celui qu'il n'aime pas. Si celui qu'on n'aime pas s'appelle Kabila, en 2006, on cherche en face la personne capable de le combattre. Si Tshisekedi n'est pas là, l'effet miroir se fait autour de Jean-Pierre Bemba. Et ainsi de suite. En 2023, ce ne sera pas différent. Il y aura quelqu'un qu'on n'aimera pas, qui peut s'appeler Tshisekedi. Et en face, on cherchera quelqu'un capable de le combattre. Et donc, c'est ça la psychologie des élections. C'est d'avoir un ennemi d'abord. On commence par haïr. Ensuite, c'est par effet inverse qu'on cherche celui qu'on aime. Et deuxièmement, c'est qu'au Congo, le jeu politique ne se construit pas autour d'une offre, au sens du discours. Au Congo, l'offre parfois se résume à tout sauf Kabila ou à tout sauf Tshisekedi. Donc on aura un jeu politique qui ne tournera pas forcément autour d'un contenu programmatique, mais qui tournera sur le fait qu'il faut Kende, il faut Longwa, tout simplement. Longwa pour être remplacé par quoi ou par quoi comme contenu programmatique, ce n'est pas les débats qu'on fait chez nous. D'ailleurs, depuis 2006, on n'a jamais eu de débat entre candidats. Jamais eu de débat entre candidats présidents pour discuter programme et de fond. Et donc le contenu programmatique n'est pas une préoccupation du jeu électoral congolais, malheureusement. Et donc, ça ne me surprend pas que ceux qui sont en train de mettre la plateforme ne mettent pas l'accent à ce stade sur un contenu qui sert en fait à une justification. Parce que si vous commencez à explorer les différents contenus des candidats, vous verrez que ce n'est qu'une sorte de formalité. Parce que dans la gestion, ce n'est pas ce qui se met en œuvre.
Et puis, lorsque je parlais du soutien extérieur sur Genève, il ne faudrait pas trop caricaturer uniquement sur Mo Ibrahim, on peut aller plus loin. C'est que si vous suivez ce qui s'est fait à Genève en 2018, ce n'est pas un hasard si la Suisse, c'est également le pays où siège Glencore. Et quand vous lisez en ligne de fond le débat autour du code minier qui a sous-tendu les élections en 2016, c'est quand même assez anodin que ce soit Genval ou Genève se tiennent dans des lieux où se tiennent les hautes finances. Donc il y a un fort lien entre les élections de 2016, les enjeux du code minier et la haute finance internationale. Donc ça, ce sont des questions de trame, de fond, qui tiennent malheureusement dans notre classe politique qui est ouverte à des éléments d'extranéité. Je finirai peut-être par un élément évoqué par Tekeyale, c'est que l'OIF en tant qu'institution ne se résume pas à Mme Mushikiwabo. On ne peut pas résumer une institution aussi importante que l'OIF à une personne. Il y a des techniciens, il y a des groupes d'études, il y a des structures à l'intérieur qu'on ne tirerait pas comme on tirait une structure banale. Donc lorsqu'on parle de l'audit extérieur, c'est un élément important de confiance dans les processus. Parce que l'audit interne, la CENI n'a prévu que 5 jours d'audit dans le calendrier, 5 jours. Alors que beaucoup de voix s'élèvent sur la manière dont le processus électoral, en tout cas l'enrôlement, s'est déroulé. Sur les écarts constatés dans l'enrôlement dans telle ou telle circonscription. Et qu'un travail de nettoyage qui ramènerait la confiance sur le processus est nécessaire. Parce que les élections, c'est un moment de confiance. Si le processus ne permet pas de consolider la confiance, nous irons avec des doutes qui vont, in fine, engendrer une violence et une contestation. Le but de l'audit extérieur, c'est de renforcer la confiance dans les processus en amenant une expertise plus ou moins neutre, capable de rassurer les uns des autres du travail qui a été fait. Alors il faut le faire selon vous. Il faut le faire. S'il vous plaît, il faut le faire, c'est nécessaire, et ne pas résumer l'OIF à la tête de Mushikiwabo, qui n'est qu'une personne. Mais c'est lui qui supervise, qui est au-dessus. Non, qui chapeaute, voilà. Qui lead en tenant compte des lois et des règles. Elle n'a pas le pouvoir de dire, donnez-moi ces rapports, j'ai décidé 4 pages ici, et j'ai écrit d'autres pages. Elle n'influence rien. C'est comme si vous êtes en train de me dire que si on invitait, je disais quoi, le DG de la CCTV par exemple, il a le pouvoir de prendre votre papier et changer vos écrits. Je ne sais pas si ça passe pas comme ça. C'est une institution, c'est un corps. Il y a des règles et des conduites dans ce corps-là. Chapeaute, hein. Oui, non, mais chapeauter ne veut pas dire faire tout ce que tu veux. Oui. Malheureusement, c'est pas ça. Chapeauter ne veut pas dire faire tout ce que je veux. Chapeauter veut dire je manage dans le respect des règles et du corps de l'institution que je dirige. Merci. Donc elle n'a pas les lignes de pouvoir de faire ce qu'elle veut. Parce qu'on doit passer au dernier sujet. L'exemple pris d'ailleurs par M. Moleka me permet de rebondir et d'appuyer mon bémol quand il dit est-ce que monsieur le DG de CCTV peut un jour prendre votre papier, orienter votre papier. Je ne veux pas dire la réponse, mais en reposant la question, j'espère que M. Moleka a compris que c'est tout sauf impossible. Maintenant, pour revenir encore sur l'OIF, mais j'ai dit que je suis pour un audit extérieur, mais que j'ai mis un bémol où je tirais la sonnette d'alarme. Parce que M. Moleka dit que on est censé respecter les lois et les règles. M. Moleka n'ignore pas que nous sommes en Afrique. Même pas simplement en Afrique, bien partout dans le monde, dans certaines institutions, les lois et les règles sont contournées. Qui ne nous dit pas que c'est Mme Mushikiwabo qui va désigner les experts qui vont venir faire cet audit? On ne le sait pas. Mais au cas où c'est elle qui désigne, au cas où le communiqué final, c'est même pas au cas où, c'est une certitude, doit être sanctionné par sa signature. Qui ne nous dit pas qu'elle va faire, je dirais, pencher les orientations au gré de ce qu'elle veut en termes d'agenda politique. Je dis simplement pour préciser que je suis d'avis qu'il faille un audit externe. Mais l'OIF serait-il la seule institution à même de le faire? Il faut associer les autres. Merci. Alors on passe aux déclarations ou aux propos. Rapidement, c'est on comme a on l'a dit, aussi, oui. il a parlé de Genève, il a parlé de la Suisse, là où ils se sont réunis, mais n'oubliez pas que c'est à 9 mois des élections et le président suisse est passé par la République démocratique du Congo. Donc, je crois qu'il y a des liens directs, n'est-ce pas, entre les élections en République démocratique du Congo et la Suisse qui a beaucoup d'intérêt ici, parce que
De ce que j'apprends, il semble que les miniers congolais, qui ne sont pas congolais bien entendu, ils ont choisi la Suisse comme étant le siège, n'est-ce pas, de leurs finances, ce qui fait que la Suisse doit avoir ouvert grandement l'œil sur la République démocratique du Congo. Et quand vous suivez le discours du président suisse, apparemment, il a carrément pris position pour la République démocratique du Congo par rapport à l'agression rwandaise. Ça, c'est entre les lignes, par rapport à l'agression rwandaise. Donc, je comprends qu'il est venu défendre les intérêts de la Suisse en République démocratique du Congo en soutenant le président dans toutes les démarches. Madame, juste un élément de précision, parce qu'il a ouvert un élément très important. C'est que la Suisse, c'est l'usine de l'or de l'Europe. Les grandes usines de raffinerie d'or se trouvent en Suisse. Et donc, derrière les visites d'État, il y a des enjeux économiques en termes de minerais. Oui. Et donc, une guerre qui s'installe, un blocage de réseaux de minerais dans la région, c'est l'industrie suisse qui est également impactée. Il ne faut pas oublier que les grandes horlogeries du monde sont en Suisse et que l'horlogerie consomme, la joaillerie consomme énormément de l'or et les métaux rares, y compris les coltans. Donc, la visite de la Suisse au Congo, c'est pas un hasard s'il fait l'Est. Oui. C'est pas un hasard si derrière il y a des enjeux de l'or, avec notamment le nouveau coulage d'or que nous avons fait pour Dubaï. Donc il y a des enjeux qu'on ne sait pas présenter ici, mais qui sont très liés aux questions de guerre et d'économie. Voilà. On prend les propos de Kagame à Cotonou au Bénin où il réclame certains territoires congolais. Je suis avec vous, Joseph Kongolo, il dit que le problème du M23 est la résistance de plusieurs autres problèmes qui ne datent pas de l'avènement de Félix Tshisekedi. Quelle analyse vous faites de ces propos de Kagame? Bon, je comprends tout de suite qu'il y a une certitude, c'est que la vieille stratégie a échoué. Il faut chercher une autre stratégie. C'est-à-dire que le 1-23, le soutien au FDLR, je ne sais pas, l'insécurité des tribus minoritaires de Tutsi au Congo, ça a échoué, pratiquement. Parce que ça a été démontré noir sur blanc. Les chercheurs sont venus, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé franchement que ça ne pouvait pas être ça, le motif véritable de la position du Rwanda. Donc, il faut dire que le 1-23, donc la stratégie 1-23 a complètement échoué. Il faut changer de paradigme. Il faut chercher, n'est-ce pas, d'autres motifs qui peuvent justifier, n'est-ce pas, tout cet esprit philistin de notre ami, de notre voisin Kagame. Donc, la stratégie 1-23 et tout ce qu'il a évoqué, tout son habillage a échoué. Je crois qu'il y a un besoin de remplacer, n'est-ce pas, ce narratif par un autre narratif. Mais malheureusement, le nouveau narratif, il n'a pas choisi aussi au hasard ce qu'il a entendu dire. C'est que l'ordre de 1948, n'est-ce pas, instauré par l'ONU sur l'intangibilité des frontières, a échoué pratiquement. Donc c'est un autre qui est en train de s'essouffler aujourd'hui. Voyez-vous, vous avez les tenants de ce pouvoir, qui constituent la force de ce pouvoir aujourd'hui, ils sont aux abois, et c'est le cas par exemple de l'Ukraine et tout ça. Vous sentez que c'est un ordre mondial qui s'est essoufflé, et il veut profiter dans ce désordre, cet imbroglio qu'il y a toujours entre le changement, donc la fin d'un ordre et le début d'un autre. Il veut peut-être profiter dans cette transition-là, essayer de trouver aussi un autre motif pour justifier, n'est-ce pas, tout simplement ses ambitions. Ses ambitions. Donc, je pense franchement et sincèrement que la guerre du 1-23 va prendre fin parce que la force, l'idée force qui soutenait cette guerre a pris fin. C'est avec Kagame. Il a déclaré, il a démontré clairement en face du public. Là, moi, je l'acte de cette manière-là. Comme je disais que c'est aussi la transition entre l'ordre finissant et l'ordre qui va naître tout à l'heure, avec, vous voyez, le monde est en ébullition aujourd'hui, vraiment, véritable redéfinition, parce que si vous allez en Orient, vous voyez l'Iran qui refait ses relations avec les autres. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, la Russie et la Chine sont ensemble pour, n'est-ce pas, construire un peu leur stratégie ensemble. Et bientôt, là, les BRICS, n'est-ce pas, auxquels il faut ajouter l'Iran, il faut ajouter la Russie, il faut ajouter encore d'autres États tels que, j'ai oublié un pays de l'Asie. Donc, vous comprenez que le monde est en redéfinition, et c'est dans cet ancrage, dans cette transition que Kagame veut tout simplement donner un nouveau concept, avec espoir bien sûr que ça va accrocher, mais je ne pense pas... Mais ces propos ne démontrent pas qu'il n'est pas prêt à abandonner, il n'est pas prêt à intégrer. Justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. En cherchant un nouveau narratif, ça veut dire qu'il n'arrête pas. Il veut trouver une autre raison, une autre justification de sa position, tout simplement. C'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'il arrête. Il n'arrête pas. Sauf que la guerre va s'arrêter. Parce que l'argument qu'il a avancé au monde
n'est-ce pas, n'est plus réel. On a découvert que ce n'est pas cet argument-là. Donc, il va prendre une petite pause. Et pendant cette pause, je crois que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons renforcer notre armée. Nous allons essayer de vérifier encore les frontières. Et je crois que c'est aussi, ça risque aussi de coïncider à la fin du régime Kagame aussi. Parce que, vous savez, quand un ordre tombe, eh bien, les tenants de cet ordre sont aussi en voie de disparaître. Alors, Patrick, quelle est la réponse du gouvernement? C'est une provocation. On a suivi le ministre de la Communication. Est-ce que c'est une réponse appropriée à cette provocation, à cette contre-vérité, s'il faut le dire comme ça? Bon, c'est une réponse d'abord qui répond aux propos, mais je pense que il faudra aller au-delà. Je pense qu'il faudra aller au-delà. Mais permettez-moi de revenir un peu sur ce que je disais tantôt. En fait, Kagame ne fait que dire à haute voix ce que d'aucuns savaient. Cette guerre commençait avec l'AFDEL. L'AFDEL qui est d'ailleurs une co-conception de Kagame, où il a, avec d'autres dirigeants de la sous-région, avec la complicité de certains Congolais, formé une armée pour de mettre M. Mobutu. Mais en faisant cela, M. Kagame avait, je dirais, trois objectifs. La première concourait aussi à l'objectif du Congolais qui a été mis au devant de la scène, à savoir M. Laurent-Désiré Kabila, celle de renverser le régime Mobutu. Le deuxième objectif, je pense et je crois que c'était de neutraliser les FDLR. Et je suis d'avis que cet objectif a été largement atteint et depuis. Le troisième objectif, en fait l'objectif majeur, c'est une réappropriation des terres congolaises. Et je pense que c'est l'objectif qui a concouru à ce que toutes ces décennies, Kagame soit au four et au moulin de toutes les rébellions et de toutes les agressions. Pour conquérir les terres. Mais c'est l'objectif, je pense, principal. Et je crois que M. Kabila Mouzé, ayant constaté cela, fort malheureusement à ses deux pas, on a payé de sa vie. On a payé de sa vie. Mais je me rappelle encore, le feu Etienne Tshisekedi, et allez voir M. Laurent-Désiré Kabila pour lui dire, pour lui demander quelle est la facture, quelle est la contrepartie à cette, je dirais, à cet accompagnement du Rwanda. La facture, elle est là aujourd'hui. Kagame réclame la facture aujourd'hui. La facture, les territoires c'est revisiter les frontières. qui ont été tracées. C'est revisiter. Ouais. Kagame n'a pas conçu l'AFDEL simplement pour que l'on démette Mobutu. Non. Kagame a conçu l'AFDEL et toutes les rébellions qui ont suivi pour que l'on retrace les frontières, pour qu'il installe dans les terres congolaises des citoyens rwandais. C'est cela l'objectif. C'est cela le rôle qui a été assigné à Kagame. Maintenant, le problème va au-delà de Kagame. Kagame, il a dit ce qu'il avait à dire, c'est qu'il déconstruit les différents et successifs alibis qu'il a toujours eu pour s'immiscer, pour s'ingérer dans nos affaires. Maintenant, moi, ce qui me désole, et c'est ce que j'ai dit tantôt, que diront maintenant ceux des Congolais qui ont, je dirais, accompagné le discours fallacieux de Kagame qui consistait à dire qu'il se préoccupait des FDLR qui étaient au Congo, qu'il se préoccupait de tout ce qui était discriminé. Nous avons ceux des Congolais qui ont accompagné ce discours. Et je l'ai dit tantôt, l'un des candidats à la présidence a accompagné ce discours. Les cadres de son parti ont accompagné ce discours. Mais ça ne se limite pas à eux. Certains présidents, notamment le président Macron, a accompagné ce discours. Maintenant que lui-même, M. Kagame, enlève les masques, il faut que notre gouvernement
prennent les taureaux par les cornes et se saisissent de cet aveu pour enfourcher la position visiblement affaiblie de Kagame. Voilà. Par quelle stratégie, par quelle manière en 30 secondes, oui. Non, il faut redoubler le front diplomatique, mais je pense aussi, quoi que l'on en dise, la feuille de route de Luanda est en train de porter des fruits. Merci. On sent un Kagame acculé. Voilà. Merci. Alors, on termine avec Christian Mouleka par rapport à ces déclarations de Kagame. Ça serait alors la fin avec vous, là. Oh, j'aimerais vraiment avoir le temps peut-être de parler. Je crois qu'il faudrait retenir ou mettre en accent sur 3 faits, de mon point de vue. Le premier fait, c'est que, mes co-débatteurs l'ont soulevé, la guerre par procuration que nous faisait le Rwanda trouve ses limites parce que après plus de 30 ans, les arguments, les éléments narratifs de base ont été usés. Les différentes opérations dans les passés pour réduire l'influence des FDLR, les rapatriements ont été documentés. La justification de la haine anti-Tutsi au Congo a été vidée. On a eu des Tutsis à tous les niveaux de commandement dans ces pays. Ils ont été généraux, ils ont été vice-présidents de la République, ils ont été dans tous les niveaux. L'argument a été vidé. Les velléités de vouloir justifier la guerre par les élections de 2011 n'ont pas tenu. Et donc, à un moment donné, il faudrait tirer les conséquences des limitations dans l'élément discours. Et les masques sont en train de tomber. On sort de la guerre par procuration et peut-être qu'on va vers une guerre ouverte. Parce que là, le président rwandais a fait une revendication territoriale. Et c'est là où ça devient sérieux. On n'est plus dans les discours voilés, on est dans un discours très ouvert de revendication territoriale. Et là où moi ça m'a choqué, c'est qu'il a utilisé la mémoire, l'histoire. En fait, une révision de l'histoire pour justifier ces démarches historiques. Que les terres auraient appartenu au Rwanda et que le Congo s'en serait occupé. Alors que, du côté gouvernement, je n'ai pas attendu des éléments d'histoire. On répond à la mémoire par la mémoire. Il faut que les Congolais sachent que dans les tracés des frontières du Congo, de 1885 jusqu'à vers 1910, des parties du territoire du Rwanda appartenaient au Congo. C'est l'inverse qui s'est fait. Les frontières n'étaient pas au niveau du lac, les frontières étaient à l'intérieur du territoire rwandais. Et c'est le Congo qui a perdu des terres. Parce que Gizeni était un territoire congolais, sur le Congo belge. C'est ça qu'il faut dire aux Congolais. Et pas se limiter à dire c'est de la provocation. Il faut restituer l'histoire dans sa vérité. Et je crois que le ministre Mouyaya devrait vraiment revoir sa communication. Il faut restituer la vérité aux Congolais. Et restituer dans la vérité historique que c'est le Rwanda qui détient les terres du Congo. Il y a des ouais. Moi, j'ai partagé aujourd'hui dans tous les réseaux des politologues les documents sur les frontières du Congo belge. Je l'ai partagé aujourd'hui. Depuis le matin, je le fais partager cela. Un livre écrit par Wavrock, je crois. Je l'ai partagé depuis le matin pour que les Congolais s'en imprègnent. C'est l'inverse qui s'est fait. Nous avons perdu du territoire du côté rwandais. Nous avons perdu du territoire du côté Brazzaville avec le Lukolola français qui est revenu. Nous en avons gagné un peu au sud, au niveau de l'Angola. Donc, les frontières du Congo ont été certes instables de 1885 à 1910, mais le Congo a perdu de terres. Et donc, si une revendication il y a, c'est à nous de revendiquer au Rwanda les terres, notamment revendiquer Gizeni, qui est un territoire congolais avant 1910. Mais malgré les écrits, malgré l'histoire, malheureusement, les Congolais, nous n'avons pas cette culture de reparler de la mémoire. Ce débat, on l'a dit plus d'une fois ici, nous ne faisons pas le travail des mémoires. Et quand nous ne faisons pas le travail des mémoires, d'autres utilisent la mémoire contre nous. Alors que les écrits existent, il n'y a qu'à revoir les livres. Il faut que ce débat soit ramené pour que les Congolais apprennent à connaître leur propre histoire. Sinon, on va nous berner parce que les générations d'après ne connaîtront pas l'histoire. Et une nation se construit autour des mythes, mais également autour de la mémoire. Ce n'est pas la première fois que Kagame fait de telles déclarations. Rappelez-vous, lorsqu'on parle de l'Empire Imatouti, il y a même une période où on a produit au Rwanda des cahiers scolaires avec des cartes d'Afrique modifiées, où on intégrait une partie des Kivu dans le Rwanda. Ce n'est pas la première fois. Ça veut dire qu'au sein du peuple rwandais, même s'ils échouent aujourd'hui, ils sont en train de s'aimer une graine dans la mémoire de leur communauté, que les territoires du Congo leur appartiendraient. Mais est-ce que nous, quel est le travail de mémoire que nous faisons pour que les générations à venir sachent que c'est le Congo qui a perdu les terres
et que ce travail-là de mémoire soit maintenu. Je crois que c'est le travail de fond qu'il nous faut faire aujourd'hui et demain. Et je finirai peut-être par un élément, c'est que les vérités ont la peau dure. Depuis 1994, l'argument essentiel de la guerre d'agression, c'était renverser Mobutu. Mais cette logique ne tient pas. Les historiens, beaucoup des stratèges l'ont écrit, la guerre avait pour fond de commerce la balkanisation du Congo. Je suis désolé, cette guerre a été menée pour balkaniser les pays. Diviser le Congo en micro-États, en 4. Beaucoup l'ont écrit, des chercheurs américains, des hommes politiques américains, pour permettre de libérer les marchés et avoir des micro-États, 4 ou 5, à partir desquels on aura une plus grande assise. Cette théorie de la balkanisation a montré ses limites, et c'est pas cet aboiement de Kagame qui changera quoi que ce soit. Les Congolais ont suffisamment montré la capacité à résilier, à aimer leur pays, et je crois que nous sommes peut-être en train d'aller vers une nouvelle forme de guerre. Ce sera peut-être plus la guerre format 1-23, nous irons vers peut-être une nouvelle forme de guerre. Je l'ai dit avant l'émission, peut-être qu'on va aller vers la prophétie des Mouzet, où la guerre sera ramenée là elle a commencé. Peut-être qu'on ira vers la guerre avec le Rwanda comme État, mais il faut que nous préparions à cette nouvelle forme de guerre qui est en train de venir. Parce que cette déclaration, ça n'annonce pas la fin de la guerre, ça annonce la fin d'une forme de guerre, mais une nouvelle de guerre qui va pouvoir venir. Une autre forme. Voilà, merci Bien, madame. Moleka. Juste un nous élément. sommes arrivés à la fin, Doudou Montsiri, nous sommes arrivés à la fin. Un déjà. élément sur ce que Christian a dit tout à l'heure, il y a l'émission du professeur Tshibangou qui parle des frontières de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est dit en profondeur, comme il a dit, mais il y a une émission, une grande émission qui est passée sur là. J'ai quelques éléments sur mon téléphone. Je crois qu'il y a un travail de mémoire qui a été fait, sauf que le ministre Mouya a été en déplacement. C'est juste une réaction, je ne sais pas, à chaud, mais en réalité, comme il le dit, nous devons aller en profondeur pour répondre à M. Kagame, et le professeur Tshibangou l'avait déjà fait. Merci. Merci Joseph Kongolo, merci Patrick Eyadé, merci Christian Moleka, merci à l'équipe technique chapeautée par Doudou Montsiri, l'homme de Mongafula, le coach des kiosques. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Nous nous retrouvons demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.